Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est le numéro 7, et dans nos sociétés occidentales, il paraît que ça porte bonheur. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? La rentrée scolaire approche à grands pas et les élèves de 4e et de seconde auront désormais une formation obligatoire à l'intelligence artificielle. Hier, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'une IA serait bientôt proposée aux enseignants pour les accompagner dans leur métier. Et en parallèle, selon le ministère, 80% des élèves, 20% des professeurs se servent d'ores et déjà de l'IA. Ces derniers font état d'un manque d'accompagnement et de formation. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui clive. L'intelligence artificielle bouleverse-t-elle l'éducation ? Grande question. Parce que je suis parti d'un chiffre. Quand on dit que 35% des jeunes Français utilisent déjà l'IA pour leurs études, comment va-t-on trouver l'équilibre entre gain de temps, efficacité, risque de triche, voire de perte de compétences ? Puisque j'ai pu lire quelque part que plus on utilise l'IA, en fait, plus on délègue son cerveau à l'IA qui ne fait que prédire, je le rappelle, pour l'instant en tout cas, eh bien moins on l'entraîne et moins on entraîne son cerveau, moins on gagne, ou en tout cas on maintient des capacités cognitives. Et surtout quand on est jeune, que l'on doit développer le volume de son cerveau, ça peut poser un sujet. Donc, mon objectif dans cet épisode, c'est vous donner un panorama que j'espère clair sur ce qui change aujourd'hui dans l'école et la formation grâce ou à cause de l'IA, de voir aussi comment les étudiants et les enseignants vont se positionner avec tout ça. Est-ce qu'ils vont être contre ? Est-ce qu'ils vont être pour ? Est-ce qu'ils vont intégrer ? Est-ce qu'ils vont refuser en bloc ? Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux et surtout avertis des risques aussi ? Et puis finalement, on va essayer de regarder si on peut trouver des solutions concrètes pour que l'IA devienne réellement utile, qu'elle reste éthique, inclusive dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de côté certaines personnes. Dans un épisode précédent, j'ai déjà parlé des biais, j'ai parlé de l'inclusion, de l'éthique. C'est des sujets qui me préoccupent vraiment. Alors allez, on se pose tranquille, on s'installe, on ajuste son casque, ses écouteurs, ses AirPods, ce que vous voulez. Et encore là, c'est même pas sponsorisé, quand je l'ai dit à l'instant. C'est parti pour explorer ensemble le fabuleux monde de l'IA et l'éducation. Révolution au risque de triche. On a vu que la rentrée 2025 a marqué un tournant. On ne peut pas passer avec cette rentrée à côté de la grosse actu de l'éducation nationale, car en effet, tous les collégiens et les lycéens, ainsi que leurs professeurs, ont dorénavant accès à une micro-formation obligatoire à l'IA sur la plateforme Pix. C'est un dispositif qui a été lancé très récemment et qui va viser plusieurs objectifs, dont sensibiliser les élèves dès la 4e aux bases techniques et éthiques de l'IA, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, leur faire pratiquer, les initier au prompt, et surtout leur faire prendre du recul. C'est-à-dire reprendre de l'esprit critique face au contenu généré. Ça, je m'en félicite, parce que ça fait bien des années que je dis que l'esprit critique n'est plus forcément au rendez-vous et qu'on se laisse un petit peu submerger par des vagues de contenu qui viennent de n'importe quelle source que l'on n'analyse pas forcément parce qu'on n'apprend pas à le faire. Et tout ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Donc ça, c'est top. Si vraiment on va dans ce compartiment-là, j'adore. Et puis finalement, la génération d'un programme personnalisé selon le niveau de chaque élève avec l'IA. Parce que j'imagine que là, c'est avec une IA qu'on va arriver à construire ces programmes personnalisés. Donc on voit quand même que, sur le papier en tout cas, il y a des très bonnes choses. Et puis il y a une autre news apparemment qui est tombée, et ça on en parle sur pix.fr, c'est que l'usage autonome de ChatGPT et tous les autres qui vont avec ne sera autorisé qu'à partir de la 4e et sous supervision pour les plus jeunes. Donc si tu es enseignant, tu as aussi accès à des ressources dédiées via Pix. Je rappelle encore l'adresse pix.fr ou la plateforme EdTech Magister. Alors tout ça, ça pose quand même une question. Est-ce qu'on parle de révolution pédagogique ici, ou est-ce qu'on parle d'un outil de plus qui va venir s'accumuler à la liste des outils qui ont déjà mis en œuvre depuis de nombreuses années, des outils digitaux pour essayer d'améliorer l'expérience de l'apprentissage. Donc est-ce que c'est un outil de plus que l'on donne aux enseignants avec le grand classique qui va derrière, adhésion/rejet ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?
Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et ça, pour le coup, c'est une vraie question. Parce que côté outils, on voit que l'éducation nationale prévoit même une IA souveraine, made in France, pour aider les profs dès l'année prochaine. Ça, c'est canon aussi. J'adore la souveraineté, vous le savez. C'est quelque chose sur lequel je m'engage en permanence. Donc cette IA souveraine leur permettra de préparer des cours, de préparer des corrections, de gérer l'administratif de leurs cours. Tout ça, ça va pouvoir s'automatiser et évidemment en tenant compte d'un point très particulier de transparence, de protection des données et des impacts environnementaux. Plus on est frugal, mieux on se porte. J'ai vu d'ailleurs récemment, pour la petite parenthèse, que les Small Model Language, les SLM, opposés aux LLM, Large Language Model, sont de plus en plus privilégiés. Et par exemple, typiquement, ça va dans le même esprit des bonnes pratiques que l'on dit aujourd'hui. Par exemple, quand vous faites une visio, vous n'êtes pas obligé d'allumer la caméra consomme énormément d'énergie. On peut faire une visio en mode ce qu'on appelle dans le temps coup de fil téléphonique. Donc c'est aussi vrai pour le domaine de l'IA, parce que plus on utilise des fenêtres de contexte avec des millions et des millions et des millions de tokens, c'est la course en fait globalement à la précision, en plus on consomme de l'énergie. En tout cas, si je reviens à mon sujet de l'IA dans l'éducation nationale, moi je ne sais pas si la réforme est attendue par les enseignants, et encore plus par les familles, mais on sait qu'une chose, la réalité, elle est bien là. 80% des élèves, 20% des enseignants disent déjà utiliser une IA générative au quotidien, majoritairement sans accompagnement ni cadre formel. Juste ça. Bien, puisque je vous ai donné quelques chiffres et quelques actus récentes pour introduire cet épisode de mon podcast, je vais redonner des chiffres encore plus pour alimenter le sujet et le débat, parce que je rappelle qu'ici c'est aussi un débat, que vous avez tout loisir, non pas de m'appeler parce qu'on est en mode asynchrone, mais au moins à minima de réagir sur des commentaires ou de me contacter directement, parce que je rappelle que j'accueille aussi des personnes dans ce podcast, et c'est le sens de ce podcast, c'est de donner la parole, de créer des débats, et donc je serais ravi d'accueillir des gens de l'éducation nationale sur un prochain épisode pour aller plus loin que cette simple présentation. Donc si je reviens aux chiffres, on sait que 99% des élèves français affirment avoir déjà utilisé une IA générative. Rien que ça, 99% des élèves français quand même. Donc soit ChatGPT, Gemini ou d'autres encore. Au moins donc une fois pour faire un devoir. Et 92% disent qu'ils le font régulièrement, sans aucun encadrement encore une fois. Pas de cadre pédagogique, pas d'encadrement peut-être familial, ou en tout cas à minima. Pas de méthode donnée pour prompter, donc avec tout le risque de biaiser tous les résultats. C'est pas moi qui le dis, c'est GoStudent, avec une super étude sur l'éducation du futur que tu retrouveras en ligne, parce que je mettrai le lien dans la version transcrite du podcast, pouvoir retrouver sur mon site inpulp.tech. Donc concrètement, d'un côté, on a 99% des élèves qui déclarent avoir déjà utilisé au moins une fois une IA pour faire des devoirs, 92% qui disent qu'ils l'utilisent régulièrement, donc on est presque à plus, c'est même pas presque, on est à plus de 9 sur 10, 9,2 sur 10, il y a 0,2 lycéens, collégiens qui font ça. J'adore ces chiffres avec les virgules. Bon, concrètement, on a donc 99% des élèves français qui disent avoir utilisé une IA générative pour faire leurs devoirs. Et en face, on a 24%, c'est-à-dire un quart des établissements scolaires en France qui permettent officiellement d'accéder à des IA sur place. J'imagine dans les CDI, dans les salles de classe. En tout cas, 1 sur 4. Ça me rappelle une vieille histoire, il y a quelques longues années en arrière, à l'époque quand je travaillais avec le musée du Louvre, où on avait le même sujet pour l'accès à des ressources pédagogiques en ligne, alors qu'on était en train de bâtir une base éducative saine, forte, robuste, riche et interactive. On n'avait pas le public en face, alors que c'était à ce public qu'on destinait cette ressource. Bon, je ne reviens pas sur cette vieille parenthèse de mon passé, mais je retrouve complètement le même contexte en fait. Donc, des jeunes qui utilisent, des établissements scolaires qui n'encadrent pas, voire qui ne mettent même pas à disposition la ressource.
Donc concrètement, tout ça, ça se fait à la maison, de manière souterraine. On aurait presque envie de dire, après le son Garage House des Chicago des années 1990, voilà qu'on fait du garage IA, sans garde-fou, sans cadre et sans accompagnement pédagogique, et ça c'est moche. Et pourquoi je dis que c'est moche ? Parce que là, je me permets de te dire que c'est un sujet, le biais. Je l'ai traité dans un épisode précédent, on en avait même identifié 8. Et là, je crois qu'on est vraiment de retour au cœur de ce même sujet. Alors, l'idée du podcast, c'est pas de traiter des biais de l'IA en permanence, mais tant qu'on n'aura pas réglé certains points, ça va forcément sortir à un moment donné. Donc, globalement, ici, on va produire du contenu qui est biaisé, peut-être parce que lui-même repose sur des datasets qui sont biaisés, donc on va alimenter, encore une fois, en mode boule de neige, les datasets des IA auxquels elles se connectent afin de pouvoir faire des réponses prédictives. Bon allez, je vais continuer dans les sueurs froides ou dans les nuages d'optimisme, ça dépendra finalement de l'angle de vue que l'on veut se donner. Donc encore quelques chiffres. 70% des enseignants déclarent ne pas avoir été formés sérieusement à l'IA, c'est quand même un chiffre conséquent, puisqu'on l'a vu juste avant, 80% des élèves, 20% des enseignants emploient régulièrement l'IA. Alors ils font quoi avec l'IA ? Ils génèrent des QCM, ils préparent des cours, ils automatisent des corrections, et ça c'est pas moi qui le dis, cette fois-ci c'est l'Académie de Paris elle-même, donc on est vraiment sur des sources officielles. Et maintenant, si on explore un autre volet qui est pas super sympa, cette fois-ci, c'est la triche. On sait que ça fait partie de l'humain, de toujours essayer de contourner un peu les règles, voire de les transgresser. La triche, elle est au cœur du sujet, parce qu'on va pas se mentir, la triche, les cheat codes, les trucs, les astuces à la MacGyver, ça a toujours existé. Je me rappelle aussi d'une épreuve du bac, la mienne, il y a très longtemps. Je reviens pas dessus. Vous allez croire que finalement, je suis en mode nostalgique, mais pas du tout. On est bien les deux pieds dans le contemporain d'aujourd'hui. Donc bref, pour revenir à nos années 2025, qu'est-ce qu'on a donc comme actu sur le sujet de la triche ? Moi, j'ai repéré par exemple qu'une lycéenne à Paris a été soupçonnée, j'ai bien soupçonné, d'avoir utilisé ChatGPT pour l'épreuve du bac de philo. Alors il y a eu une procédure, une enquête, et puis finalement la jeune demoiselle a été blanchie, faute de preuves formelles de fraude. La pauvre, si ça se trouve, elle y était vraiment pour rien, parce qu'elle était juste soupçonnée. En tout cas, je pose un sujet de philo pour le bac 2026. Alors le voici, l'IA, l'éthique et la responsabilité morale sont-elles compatibles avec la nature humaine ? C'est un beau sujet. Allez, l'éducation nationale, c'est cadeau. Pour prolonger, il faut savoir en plus, et ça c'est une vraie source d'inquiétude quand même chez les enseignants, qu'il existe plein d'outils qui sont là pour humaniser les textes prédits par les IA. Genre Bypass GPT. Je ne devrais pas le citer, je le cite parce que finalement on y accède assez facilement. Bon, moi j'ai testé la formule gratuite. Franchement, ça ne laisse pas espérer d'être productif, car d'abord c'est limité en nombre de caractères, mais quand même ça fait le job. Si on regarde vraiment le résultat de ces 500 caractères qui sont produits par Bypass GPT, c'est très humain, c'est bien fait. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. En tout cas, ça peut surtout, ce sentiment en fait d'exploiter l'IA pour tricher, pour préparer ses examens, en tout cas, ou même pour répondre directement, non pas pour préparer, mais bien pour répondre directement pendant les examens aux réponses qui sont posées, ça peut déclencher un gros sentiment d'impunité chez les élèves, parce qu'ils vont recourir à ces ressources. Encore une fois, ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas forcément l'intention de nuire, c'est simplement qu'ils estiment que c'est un gain de temps, et c'est aussi ce qu'on vend. Reconnaissons qu'au quotidien, on est toujours en train de parler de productivité, de gain de temps, d'amélioration de la performance, comme si d'ailleurs, et souvent je le dis, on ramène l'humain que nous sommes à des SLA, des KPI, des ROI, comme je le voyais encore récemment sur LinkedIn, et franchement, ça me saoule. Je pense que nous sommes des humains, que nous avons aussi notre sensibilité, nos émotions et le droit à avoir un peu de poésie. Quoi qu'il en soit, certains disent même que la triche c'est devenu une industrie
Et du coup, ça pourrait provoquer des gros retours massifs à l'épreuve manuscrite. Bah, why not, en fait? Moi, je trouve ça génial, personnellement, de reprendre le stylo 4 couleurs en main et de se forcer à faire travailler ses forces vives cognitives sur le papier. Parce que c'est un autre sujet en faveur duquel je milite. L'IA comme outil, comme copilote, comme compagnon du quotidien, comme collaborateur intelligent pour aider dans son métier, dans son job ou dans sa pratique d'élève ou d'étudiant, je suis clairement pour. L'IA comme second cerveau qui va prendre la place du premier, comme je l'ai dit au début de l'épisode, bah là je dis non. Au fait, quand je dis second cerveau, je devrais peut-être même dire troisième, parce qu'en vrai, le second cerveau, on l'a déjà. Il s'agit du ventre. Mais ça, on en parlera dans une autre thématique. Alors, pour ou contre l'IA en éducation, allez, les pour, on lève le doigt, et maintenant les contre. Ben, si j'écoute Sarah, elle est élève en première S à Paris, elle nous dit « Pour moi, l'IA, c'est juste un super assistant, je gagne du temps, je comprends mieux quand ça me reformule le cours. Mais si tu demandes juste au robot de tout faire à ta place, ça se voit direct et t'as rien appris. » Eh bien, Sarah, je trouve que tu as tout compris, et je suis à fond dans ton camp. Oui, je mouille le maillot moi aussi, alors si en plus tes professeurs encadrent et t'accompagnent dans l'usage de l'IA, là franchement, c'est le tiercé gagnant. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir l'IA comme un outil qui ne va pas remplacer l'enseignant, mais bien l'aider à créer de nouvelles interactions pédagogiques avec ses élèves. Et moi, qui dirige un centre de formation où l'on enseigne comment on utilise l'IA générative au quotidien, comment on peut la programmer dans des processus, comment on peut l'exploiter pour générer des documents, pour programmer des tâches, pour programmer des événements dans un calendrier, pour automatiser tout un ensemble de processus qui te font gagner du temps. Et ça, on va pas se mentir, les tâches administratives, c'est quand même très chronophage. Là, ça vaut le coup. Et à contrario, si c'est pour te remplacer dans ta réflexion, dans ta capacité à produire du contenu de valeur, là, ça vaut pas le coup, parce qu'en plus, tu vas voir que si tu t'amuses à te faire traiter, faire travailler plusieurs IA en même temps, eh bien, tu auras des résultats qui seront pas forcément similaires. Bon, concrètement, ici, on a deux camps qui s'opposent. D'un côté, les partisans d'une IA intégrée et mieux encadrée, qui défendent l'idée que l'IA permet une réelle personnalisation du parcours, un gain de temps, de nouvelles compétences d'analyse, et pour eux, il vaut mieux former à l'esprit critique et accompagner, comme on l'a déjà fait pour la calculatrice à l'époque, la fameuse Texas Instruments 87, pour ceux qui s'en rappellent, ou Internet, tout simplement, dans les années 2000, au tout début des années 2000, plutôt que de subir et de stigmatiser. Et puis après, de l'autre côté, dans l'autre camp, il y a les sceptiques, voire les inquiets, peut-être même les Cassandres, qui alertent sur la paresse cognitive, entre guillemets, c'est-à-dire l'industrialisation de la triche, la difficulté à évaluer le vrai niveau des élèves, voire la dilution du sens des diplômes. Globalement, ton bac ne vaudra plus grand-chose dans quelques années parce qu'il aura été colorisé avec l'IA. Je sais pas, moi je préfère le premier camp, parce que j'ai toujours cette idée volontaire et optimiste finalement que la nature humaine est bonne et défend des idées et défend des arguments qui sont au service de l'humain et pas au service des robots. Et pour le coup, intégrer le robot comme un outil me paraît tout à fait de bon sens. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des syndicats enseignants qui réclament le retour au QCM papier et à l'oral, pendant que d'autres profs réclament plus de formation et moins de sanctions automatisées. Moi, je pose juste une question, finalement, si on rassemblait tout ça, c'est-à-dire du QCM papier, de la réflexion cognitive bien sûr pour enseigner ces QCM, et de la formation à l'IA pour l'encadrer, parce qu'on ne peut pas non plus lutter contre un système qui évolue dans ce sens-là. Quand on a encore une fois 92% des élèves qui utilisent l'IA pour faire leurs devoirs, moi je félicite celui qui va sortir les rames pour remonter le courant à contresens. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc oui,
Peut-être qu'on devrait prendre le bien de chacun des deux camps pour créer cette feuille de route IA, une espèce de voie du milieu qui intégrerait l'IA dans la pédagogie comme un assistant collaboratif de l'enseignant et qui lui redonne en plus un super rôle de transmetteur de connaissances, de développeur de l'esprit critique, de créateur d'usage et de lanceur d'alerte éthique. Franchement, moi je suis totalement pour ça. Puis, en plus, si on peut leur donner le salaire et les moyens pour enseigner qui vont de pair, là c'est clairement, encore une fois, gagnant pour tout le monde. Bon, bien sûr, c'est un gros chantier, mais je milite en faveur de ça. Je vais faire maintenant un petit focus no-code et IA, puisque je rappelle qu'on est aussi, nous, dans la partie no-code, puisqu'on apprend aux gens à fabriquer leur application métier sans savoir coder, et à brancher de l'IA au sein de leurs applications. Parce qu'on peut dire qu'en effet, l'intelligence artificielle et les outils no-code font à peu près leur entrée dans la trousse des professeurs. Concrètement, on peut, par exemple, aujourd'hui, générer des quiz corrigés automatiquement en 3 clics. On peut utiliser Google Forms, on peut utiliser Tally, on peut utiliser Xar, Make et puis plein d'autres outils comme ça pour automatiser la génération de quiz. On peut créer des fiches de révision personnalisées avec ChatGPT, Gemini ou d'autres nouvelles IA là, que j'étais en train de regarder ces derniers temps qui te permettent de rédiger des documents avec un raisonnement profond, sérieux et surtout un rendu ultra propre, citation des sources officielles, franchement c'est au top. On peut monter des mini-applications pour le suivi des compétences sans coder une seule ligne, c'est le principe du no-code, on vient d'en parler. On peut organiser des ateliers de prompt engineering qui permettent aux élèves d'apprendre à exploiter, à critiquer, à personnaliser les IA éducatives. Donc on voit bien que le no-code et l'IA peuvent tous les deux devenir des alliés pour les enseignants. C'est vrai que c'est plus ou moins simple d'accès, mais pour moi, le vrai enjeu côté enseignant, c'est bien la montée en compétences, et je les soutiens quand ils disent qu'ils réclament des formations express, partage de pratiques. On a de ce côté-là, du côté de l'éducation nationale, des ressources existantes, les réseaux Canopé, les magistères, les communautés en ligne, PIX maintenant, et puis donc des ressources qui sont ouvertes à la co-création avec les élèves pour véritablement créer du collaboratif sur des projets ensemble. Et puis, l'autre sujet auquel les enseignants doivent être particulièrement préparés, c'est leur propre vigilance quant à la production et à la gestion des données, la confidentialité, le fameux RGPD, la sursollicitation numérique aussi, et l'éthique qui appartient aux outils qu'on veut utiliser. Et là, pour le coup, si tu m'écoutes ou si tu lis la transcription de ce podcast en ce moment, je t'invite sincèrement et chaleureusement à rejoindre ma communauté sur Skool, parce qu'on s'y entraide, on collabore, on apprend, on se forme à l'IA au no-code entre gens sérieux et bienveillants. Et je te donne le lien ici, c'est tout simplement www.skool.com/impulp-academy-no-code-et-IA. Sinon, tu retrouveras bien sûr l'accès de cette ressource directement sur mon site impulp.tech. Allez, j'arrive maintenant à mon coup de cœur parce que j'ai juste envie dans cet épisode de vous partager mon gros coup de cœur. Ici, cette fois-ci, je fais pas de coup de blues, je fais pas de coup de gueule, parce qu'on est vraiment au début d'une histoire de l'IA, de l'éducation nationale, et ça me semble bien plus intéressant d'illustrer les enjeux par des angles concrets et reproductibles. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le coup de cœur. Mais qu'est-ce qu'on Alors, va devenir? allez, on part en Île-de-France, on regarde les lycées d'Île-de-France et les enseignants qui testent actuellement une solution française qui s'appelle Knowledge IA, N-O-L-E-J. Ça a été primé au BET 2024 et c'est une IA qui permet de transformer rapidement un support de cours classique en module interactif, des quiz, des vidéos interactives, de la flashcard, des glossaires, etc. Enfin, tout ce qui crée les composants de la pédagogie active. Concrètement, l'enseignant construit son plan de cours, ses exercices grâce à ChatGPT par exemple, ou Gemini, ou Perplexity, enfin un outil de génération de cours. Il va valider les contenus, parce que ça c'est sa vraie compétence, et puis il va utiliser Knowledge pour générer une vingtaine d'activités différentes, le tout accessible à ses élèves, et ça se passera sur cette plateforme. On voit donc bien ici le sens profond de ce projet, celui de favoriser de la co-création pédagogique. Parce que les élèves vont participer aussi à l'enrichissement et à la personnalisation des parcours. Ils vont tester eux-mêmes les activités, ils vont donner leur feedback. Et comme ça, on a vu des classes entières qui collaborent, qui créent des quiz, qui adaptent les supports, voire qui corrigent les IA quand les réponses sont imparfaites ou biaisées. Ça, c'est vraiment canon, c'est dans l'air du temps, c'est de la collaboration éthique, c'est du partage de savoir, c'est de l'apprentissage critique, afin de trouver et d'éclairer sa voie dans une société qui produit du très bon
comme du très mauvais. Et en plus, on replace le prof au centre du game. Et ça, c'est excellent en termes de collaboration très active, de pédagogie très active. Franchement, ce dispositif, pour moi, il a de l'avenir et j'espère. Que dis-je ? Je souhaite ardemment que ce test sera concluant en Ile-de-France pour qu'il soit étendu, déployé à toutes les académies de France. Si vous voulez en savoir plus sur cette expérimentation de l'Académie de Paris, qui est vraiment mon coup de cœur, et plus largement de l'IA dans l'éducation nationale, il faut aller lire le dossier de l'Académie de Paris, dont le lien se trouvera également dans la transcription de ce podcast. Je vous laisse tranquillement avec toutes ces idées, ces propositions sur la place de l'IA dans l'éducation nationale. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Et là, j'aurai le plaisir d'accueillir Franco Muoio. Franco, c'est un expert Flutterflow. Flutterflow, c'est un outil no-code qui permet de fabriquer des applications, de les déployer sur les stores, sans coder, bien entendu. Et Franco nous donne sa propre vision de l'IA, à la fois dans son quotidien pro, mais tout ce qu'il adore et tout ce qui le dérange aussi avec l'IA. Et on découvre l'homme dans un prochain épisode de « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Mais qu'est-ce que... Le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de cœur.